Et bonsoir et bienvenue sur votre magazine hebdomadaire Fragma qui était au rendez-vous ici à la DRTS, même heure. C'est votre ami Cheikh Diouf pour présenter ce journal. Nous débutons avec les acteurs du secteur du tourisme. On conclut un forum majeur posant les bases d'une nouvelle stratégie de commerciale de destination pour promouvoir la marque exclusive du Smiling Coast of Gambia. Le programme prévu dans le cadre du projet de diversification et de résilience du ministère du Tourisme explore les moyens de débloquer la destination Gambie grâce à des stratégies de marché innovantes. Le forum de 2 jours a réuni les acteurs du tourisme désireux d'explorer diverses opportunités d'investissement et de valorisation de la marque pour promouvoir la destination et ouvrir de meilleures perspectives pour l'industrie du voyage et de l'hôtellerie. Les parties prenantes se réunissent ici pour trouver des liens viables pour le marketing de destination en élaborant des efforts de collaboration pour élever le paysage touristique de la Gambie en favorisant la sensibilisation et l'intérêt pour le repositionnement de la côte souriante afin de devenir plus compétitive dans l'industrie du voyage. Dr Mike Fabricius, directeur général du voyage, a souligné la nécessité d'un plus grand investissement direct étranger pour diversifier le secteur touristique de la Gambie. Les attractions uniques de la Gambie, son patrimoine culturel et sa beauté naturelle constituent un élément central de discussion ici, alors que les responsables cherchent à exploiter le potentiel touristique de la Gambie par le biais d'investissements stratégiques, de développement des infrastructures et de partenariats publics-privés. L'importance des efforts de collaboration entre les agences gouvernementales, les acteurs du secteur privé et les communautés locales a été soulignée comme une exigence clé pour garantir des cadres de développement touristique cohérents et durables. Betty Sala, représentante de Denton Bridge Boating and Fishing Association, a présenté l'équilibre entre l'investissement touristique, la durabilité environnementale et la préservation culturelle en Gambie. Cette délibération de 2 jours contribuera à éclairer l'élaboration d'un plan d'action stratégique sur 5 ans, aligné sur les capacités budgétaires du Bureau du tourisme de la Gambie, guidant les efforts de marketing touristique à partir de 2025. Adjamaya Munjai, French Mag. L'Agence nationale de l'environnement a signé un protocole d'accord avec son homologue sénégalais, Sonaget, pour stimuler les initiatives de gestion des déchets et de recyclage. L'accord de coopération signé au centre de conférence de Sadé de Karaba Diawara a vu les responsables des deux parties affirmer leurs engagements en faveur de la protection de l'environnement. Ce protocole d'accord vise à prévenir et à atténuer les impacts négatifs sur la santé et l'environnement liés à une mauvaise gestion des déchets, en particulier dans les zones urbaines. En s'associant pour renforcer la protection de l'environnement, l'Agence nationale de l'environnement et son homologue sénégal Sonaget ont signé un protocole d'accord pour s'attaquer conjointement à la gestion des déchets. Halifa Ababakar Sarr, le directeur général de la Sonaget, a révélé que le Sénégal s'était engagé auprès de l'Agence nationale de l'environnement dans l'accord conjoint pour soutenir des efforts visant à une Gambie sans déchets en favorisant la récupération et le recyclage des matériaux. Daouda Badji, le directeur exécutif de l'Agence nationale de l'environnement, a souligné des efforts de collaboration pour formuler les politiques visant à favoriser une gestion durable des déchets en Gambie. Ibrahima Diawara, le secrétaire permanent du ministère de l'Environnement, des changements climatiques, des ressources naturelles, a salué l'impact de la protection de l'environnement et de la gestion des ressources en promouvant des pratiques de gestion durable par le biais d'un engagement communautaire en initiative éducative. Cette collaboration devait produire plusieurs résultats significatifs, notamment une amélioration de la santé publique et de
qualité de l'environnement grâce à des pratiques de gestion des déchets plus propres et plus sûres, une réduction de la dépendance aux décharges grâce à des initiatives de recyclage qui transforment des déchets en ressources précieuses. Ramataba, Frenchman. La cérémonie d'ouverture du 81e session ordinaire de la Commission africaine des droits de l'homme et des peuples qui a débuté ce 17 octobre et termine le 6 novembre 2024. Le thème de la cérémonie s'est basé sur demande de la justice et de la réparation pour les immigrés et les peuples de la diaspora. Votre passeport juste après cette pause. L'Académie de football IL est champion du tournoi de football de commémoratif d'Aïda Camara. Les garçons de l'Académie ont battu leur puissant adversaire, les Lions FC, 2-0 pour sceller le titre 2024 devant des certains de fans et de dignitaires. El Football Academy est devenu le nouveau champion de Bansang après la finale de samedi qui les a vus battre le Lion FC par 2-0 pour remporter le trophée commémoratif de Aïda Camara. Une confrontation qui attire l'attention de nombreux amateurs de football au Bantang Townfield a été une classe spectaculaire entre deux équipes avides de gloire. Et après 20 minutes de jeu en premier mi-temps, le Football Academy a ouvert le score par Bakary Fati. Les Lions ont augmenté le rythme avec une intention claire d'égaliser le score, mais n'ont pas réussi à exploiter leur chance puisque la première mi-temps s'est terminée sur le score de 1-0 pour El Academy. Le jeu est devenu plus frénétique en seconde période alors que les deux équipes semblent plus brillantes. Le Lion FC a maintenu son ambition de rechercher l'égalisation, mais sa chance a subi un coup dur lorsque El Academy a étendu son avance après que la frappe de Mohamed Lo a porté le score à 2-0 pour les garçons de l'Académie. Les Lions ont fait plus d'efforts dans les minutes restantes, mais n'ont pas été en mesure de se consoler puisque les garçons de l'Académie ont arraché le trophée avec 2 buts mérités sans réponse. Il s'agit d'un autre tournoi réussi organisé par le comité sportif intérim de Bansang. Les vainqueurs du jour académique ont rentré chez eux avec 35 000 dalasi et un trophée géant, une récompense pour leur domination tout au long du tournoi. Les footballeurs nigériens ont déclaré lundi qu'ils boycottaient leur match de qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations en Libye après avoir été bloqués toute la nuit à l'aéroport d'El Abrak dans ce que le capitaine de l'équipe a décrit comme une guerre de nerfs. Une rencontre de football qui vire à la crise diplomatique. Le match qui devait opposer le Nigeria à la Libye ce mardi dans le cadre des qualifications pour la Coupe d'Afrique des Nations n'aura finalement pas lieu. Et pour cause, les Super Eagles ont décidé de boycotter les éliminatoires. La Fédération nigériane de football dénonce un traitement inhumain et accuse le gouvernement d'avoir détourné leur avion avant de les séquestrer dans un aéroport désaffecté. Leur vol annoncé pour Benghazi, lieu de la rencontre, a été détourné au dernier moment vers l'aéroport Al-Abrak, à plus de 200 km de la capitale. D'après les joueurs, ils auraient ensuite été enfermés dans le hall, porte extérieure close, sans eau ni nourriture pendant plusieurs heures. Les Super Eagles ont donc décidé de ne pas disputer la rencontre. Une plainte officielle a été transmise à la Confédération africaine de football. La fédération libyenne a quant à elle publié un communiqué pour démentir tout acte intentionnel. Le FIPRO, le syndicat mondial des joueurs, s'est associé aux ligues nationales européennes pour déposer une plainte formelle contre FIFA auprès de la Commission européenne à Bruxelles lundi, alors que la lutte pour le contrôle du calendrier du football s'intensifie. Enough is enough. Le syndicat mondial des footballeurs FIFPro s'est associé aux ligues nationales européennes pour déposer une plainte formelle contre la FIFA auprès de la Commission européenne à Bruxelles lundi. FIFPro et ses partenaires exigent une consultation sérieuse sur le calendrier des compétitions de plus en plus intenses pour les joueurs et pour les ligues nationales.
Les syndicats de joueurs et les ligues tentent de dialoguer avec la FIFA depuis de très nombreuses années. Je pense que nous avons envoyé 20 lettres par l'intermédiaire de notre organe représentatif, l'Association des ligues européennes ou l'Association des ligues mondiales. Plus de 20 lettres à la FIFA sans aucun résultat concret. Nous sommes donc dans une situation où nous n'avons pas vraiment le choix. L'action en justice est maintenant la seule option, vraiment. La semaine dernière, la justice a déclaré non conforme aux droits de la concurrence en Europe certaines règles du système de transfert de la FIFA à l'issue d'un procès de 9 ans intenté par l'ancien joueur Lansana Diarra. Votre page hors de chez nous juste après cette petite pause. Le Sénégal présente son plan de développement pour les 25 années à venir dans son référentiel des politiques publiques intitulé Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Le Sénégal présente son plan de développement pour les 25 années à venir dans un référentiel des politiques publiques intitulé Sénégal 2050, Agenda national de transformation. Il s'agit d'une promesse de campagne du président Diomaye Faye et son premier ministre Ousmane Sonko en vue d'une rupture radicale avec le passé, selon les termes du gouvernement. Au pouvoir depuis avril 2024, les nouvelles autorités sénégalaises ont promis la fin de la dépendance à l'étranger et de la dette pour s'appuyer sur les ressources locales et le capital humain grâce à ce plan vanté vendredi dernier par le Premier ministre à l'occasion d'une visite dans un centre de formation professionnelle né de la coopération avec le Japon. À terme, la stratégie devrait permettre de réduire la pauvreté, tripler le revenu par habitant et atteindre une croissance économique annuelle moyenne de 6 à 7% selon les autorités. Abdel Fattah al-Sisi et Mohamed bin Salman pour un retour au calme à Gaza et au Liban, y compris un cessez-le-feu. Le prince héritier saoudien est arrivé mardi au Caire en Égypte, au centre de la visite de Mohamed bin Salman. La situation dans la bande de Gaza, mais pas seulement, les opérations de l'armée israélienne contre le Hezbollah au Liban figuraient aussi dans son agenda. Abdel Fattah al-Sisi et Mohamed bin Salman ont appelé à un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne et au Liban. Outre ce volet sécuritaire dans la région, la coopération économique entre Riyad et le Caire a aussi eu voix au chapitre. La visite a donné lieu à la signature d'un accord pour encourager et protéger les investissements mutuels entre l'Arabie saoudite et l'Égypte. Un document portant sur la formation d'un Conseil suprême de coordination visant l'approfondissement de la coopération entre les deux pays a par ailleurs été paraphé, alors que l'Arabie saoudite doit investir 5 milliards de dollars en Égypte. Le dernier voyage officiel du prince héritier saoudien en Égypte date de 2022. Situé à proximité des célèbres pyramides de Gizeh, ce méga-projet dont le coût s'élève à environ 1 milliard de dollars, accueilli à titre d'essai 4 000 visiteurs. Le grand musée égyptien a partiellement ouvert ses portes ce mercredi. Situé à proximité des célèbres pyramides de Gizeh, ce méga-projet dont le coût s'élève à environ 1 milliard de dollars accueille à titre d'essai 4 000 visiteurs. Ces derniers pourront explorer ce site emblématique jusqu'à son ouverture officielle, dont la date reste encore à déterminer. Les expositions sont réparties dans 12 salles avec différents thèmes. Nous parlons de l'ouverture expérimentale des galeries principales qui couvrent une superficie de plus de 18 800 mètres carrés. Ces galeries sont réparties en 12 salles, chacune consacrée à des thèmes majeurs tels que la société, la religion et les croyances. Selon les autorités égyptiennes, plus de 100 000 artefacts des trésors anciens de l'Égypte seront exposés dans ce qui deviendra le plus grand musée archéologique du monde. En construction depuis plus de 10 ans, l'ouverture au grand public a été retardée en raison de la pandémie de Covid-19. Toutes les salles à concept ouvert sont organisées par dynastie et selon un ordre chronologique, chacune exposant au moins 15 000 objets.
Le musée abrite des éléments distinctifs et uniques, introuvables dans aucun autre musée au monde, tels que la conception de l'obélisque suspendu, le grand escalier, d'impressionnantes expositions d'objets lourds, le musée des bateaux de Khufu, ainsi que des trésors du pharaon d'or Toutankhamon. Depuis la fin de l'année 2022, certaines sections du musée sont déjà accessibles pour des visites restreintes dans le but de tester l'expérience des visiteurs et la préparation opérationnelle. D'autres sections, dont la collection des trésors du roi Toutankhamon, seront ouvertes ultérieurement. Jusqu'à présent, c'est une expérience incroyable. Il y a tellement d'histoires et tant de choses que nous ignorons, surtout lorsque l'on vient de l'autre bout du monde. Le grand escalier qui s'élève sur 6 étages et offre une vue imprenable sur les pyramides ainsi que la zone commerciale sont déjà accessibles au public. Maintenant, votre page de profil, juste après cette pause. Dans votre page profil, qui est une page qui donne l'opportunité des fois au peuple, aux Gambiens, de s'exprimer sur la langue française, nous sommes ici dans notre plateforme, avec Omid Wisdom et aussi Ismaël Diallo que je vous présente. Omid, bonsoir. Bonsoir. Ismaël, bonsoir. Bonsoir à tous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de nous recevoir. Ok, Omid Wisdom, merci de nous avoir donné l'opportunité de partager avec nous votre prochaine Wisdom Worldwide Media Tournée dirigée par vous-même. Est-ce que, pour commencer tout d'abord, est-ce que pouvez-vous nous parler de votre projet musical et œuvre créative? Ok, pour commencer, Wisdom Worldwide, c'est, je peux dire, mon bébé, quoi. C'est une compagnie que j'ai lancée en 2020. Pendant le Covid. Et ce qu'on fait avec Wisdom Worldwide, on fait les voice-offs, on fait les conseils de branding, management pour des modèles, on sonorise le son, comment on dit ça, on sonorise des sons costumés pour les individus et pour les compagnies. Et tout ça, ouais. En bref, quoi, c'est ce qu'on fait avec Wisdom Worldwide. Oui, on a vu que votre plan nous donne donc 5 thèmes. Donc, on va parler de tous ces thèmes, si le temps nous le permet. Au moins, de commencer avec le projet comment combler l'espace dans l'industrie de la mode. Nous avons ici Ismaël, qui est le fondateur de Gambia International Fashion Week. Dépendant de la mode, c'est lui qui va nous expliquer beaucoup de cette... Je veux, comme je fais toujours, je commence et je lui donne c'est comme un relais. Je lui donne le bâton, vite fait. Ok, comme je disais auparavant, parce que tu m'avais demandé à propos de la scène de production avec la musique. Ok, je te donne un petit summary, comme on dit. Résumé. Ouais, résumé. Mais il y a trop qu'on fait. Et c'est, même avec la mode, on a beaucoup de partenaires qu'on travaille avec. La musique, la mode, et lui, c'est un de nos partenaires. Et il peut plus vous expliquer à propos de ce qu'il fait. Bonsoir à tous. Bonsoir. Je dis que merci de l'invitation. On est ici. En Gambie, on parle français encore. On essaye pour les Gambiens. Oui, il y a peu de Gambiens qui parlent français, mais maintenant, il y a beaucoup de Gambiens qui parlent français parce que c'est maintenant dans le curriculum des écoles maintenant. Mais on débute même le français dès la base. C'est la raison pour laquelle beaucoup de gens suivent ce programme. Mais tu sais, par rapport aux Sénégalais, les Sénégalais parlent plus l'anglais que nous, les Gambiens, on parle le français. Oui, ça c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Mon nom, c'est Ismaël Diallo. Comme on dit ça, Ismaël Diallo, je suis né en Gambie, à Banjul. Je suis un designer. Je suis à l'air, là, je vis en Milan. Je me suis
Je me suis spécialisé avant comme un couturier. Okay. Quand je suis été à Milan, je me suis développé la culture de l'Afrique en Europe. Je fais ça comme un brand, une marque. Mon marque s'appelle Yulti. Yulti. Je me suis étudié. Je me suis étudié un peu comment faire ça en Afrique, mon pays, en Gambie, quoi. C'est pour cela que je me suis tourné encore en Gambie pour faire l'opportunité. Le genre que je connais que l'Afrique, je ne suis pas bien animé comme la mode comme internationale. Et alors là, grâce à Dieu, qu'on a fait le premier part, le première édition. À l'an en 2024 sur la deuxième édition, il y a des designers français, il y a des designers du Congo, aussi Mali, il y a des modèles partout le monde. Comment on dit designer encore en français? Même moi, ça m'a pris. Des designers? Oui, c'est ça. On parle français là-bas. La mode c'est que m'a passé tout l'amour parce que en français avec italien un peu c'est un peu similaire. Parce que quand il parle français, c'est comme s'il veut parler l'italien. C'est comme si ça allait sortir. Non, pourquoi ça se passe là. Moi je me suis étudié ça pour le Gambia International Fashion Week. C'est pas pour seulement à Gambie, c'est pour l'Afrique. Pour l'Afrique, mais c'est pour le monde entier. Pour le monde entier, spécialisé pour l'Afrique, pour avoir le bridge international way to cross the bridge, to have the visibility, le créatif qu'on a ici en Gambie. C'est mon niveau là, c'est pour motiver les gens qui n'ont pas eu le sens pour aller en Europe à étudier la mode, tout ça. C'est pour cela la plateforme. C'est nouveau, c'est nous en Afrique. On fait tout pour help. Pour aider les gens qui n'ont pas eu le sens pour étudier la mode internationale. C'est pour cela qu'on est ici aujourd'hui encore. C'est une bonne cause. Donc vous êtes là aussi pour donner l'opportunité aux gens qui n'ont pas la chance de voyager pour étudier la mode à l'extérieur. Pour pouvoir s'exprimer et expérimenter avec des designers qui viennent de l'Europe, avoir de l'expérience et tout ça. Avec les modèles. Et comme je disais, parce qu'on fait des résumés. Tu vois, si par exemple, je commence à parler à propos de Wisdom Worldwide et tout ce qu'on fait, c'est beaucoup. On aura besoin de une heure beaucoup de temps. ou 2 heures ici. On n'a pas de temps. Mais comme le Wisdom Worldwide, on a un livre qui sort par la grâce de Dieu le décembre. C'est un de projets en dessous du management qui, comment on dit, qu'on traite de notre production de musique et tout ça. J'ai un album qui va sortir bientôt aussi, qui a le même titre avec le livre que je suis en train de publier. Ça s'appelle Seasons. Et le livre, ça s'appelle Seasons and Harmonies Across Time. En anglais, on dit Anthology. C'est une anthologie de l'album. Tu vois? Et c'est connecté avec ce qu'on est en train de faire avec la mode. Tu vois? Mais si on veut entrer en tout ça, spécifiquement, on va être ici pour une bonne heure. On m'a même signalé que ça nous reste presque 3 ou 4 minutes. Mais pour terminer avec vos Wisdom, quelle est l'importance du programme d'éducation financier pour les jeunes? C'est ce qu'on essaye de faire avec tous nos projets. Je peux dire que c'est connecté avec ce que vous venez de mentionner, l'éducation financière. Parce que même dans la musique ou dans la mode ou à n'importe quelle chose que la personne se trouve à faire, avoir un savoir-faire.
Tu vois, quand ça vient de comment utiliser l'argent, comment manager l'argent, c'est trop nécessaire. Et notre projet financier, ce qu'on essaie de faire, l'éducation, un projet financier, ce qu'on essaie de faire avec les jeunes, c'est leur aider à, comment on dit, à trouver dans leur esprit une sagesse. Comment gérer leurs finances, l'argent. Tu vois, on a des cours qu'on est en train de mettre ensemble, dirigés par une de nos modèles, qui est modèle avec nous. Elle s'appelle Deborah Sawyer. Elle est une modèle âgée, matured model, avec nous, Wisdom Worldwide. Et elle dirige aussi le secteur du, comment on dit, éducation financière que Wisdom Worldwide est en train de faire. Ouais. Ok. Merci, mais pour terminer... Mais à tous nos comment on dit, téléspectateurs qui sont en train de regarder, s'ils veulent plus d'informations, il y a notre numéro qu'on peut laisser ici, 7535-999, 7535-999. Et pour plus d'informations à propos de Wisdom Worldwide, et on ne va pas vous donner un résumé, on va vous donner catégoriquement toutes les informations que vous voulez. Ouais. Donc, Esmaïla, votre mot de fin avant de clôturer? Notre mot de fin, j'attends tous les Gambiens qui aiment la mode le 16 novembre 2024 à Sadaira Karava Conference Center. Il faut dire ça encore, que tu écoutes bien. Oui. Le 16 novembre, Sir Dawda Kairaba. Comment on dit Sir Dawda Kairaba Jawara en français? C'est Sir Dawda Kairaba Jawara. Ouais. Le 16 novembre. Ouais. Venez tous, ça sera... Ok. Ouais. Donc, Wisdom, on te laisse maintenant. Merci. Votre mot de fin? À mon mot de fin, 7535999. Il n'y a pas de mot de fin. Vous venez, on vous donne plus d'informations et on fait le business ensemble. Merci. Merci, Wisdom et Ismaïla. Enchanté. Ici, c'est Télébac. Votre magazine French Mag prend fin, mais nous vous remercions d'avoir été à l'écoute. Avant de vous quitter, nos remerciements à toute l'équipe qui ont tenu à ce programme. Nos remerciements à Ismaël et Omid Wisdom. À l'équipe technique, nous avions là-bas Ya Rohi Nyang. Nous avions aussi à la caméra Maurice Diouf. À la montage, nous avions Aïssatou Dramé. On vous souhaite de passer une excellente fin de soirée et restez scotchés avec le reste de nos programmes à la GRTS. À la semaine prochaine. Au revoir.